Bonjour, ici Jimmy Gobeil. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles Gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 65e épisode de Pas sorti du bois. Écoutez, aujourd'hui, on est dans l'appartement au-dessus de la boutique Le Coureur Nordique à Québec, une institution pour n'importe qui connaît la région de Québec ou en tout cas qui est déjà passé. J'ai l'impression que Le Coureur Nordique, après une douzaine d'années, c'est devenu un incontournable de la course hivernale, le ski de fond. Je suis en compagnie de Jimmy Gobeil, qui est le copropriétaire, le cofondateur. Comment ça va, Jimmy? Ça va super bien, je suis content d'être là aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans l'appartement au-dessus de la boutique. On va être bien. Écoutez, moi, dans ma face, j'ai Jimmy, puis à la gauche, il y a un poster de Rob Crowar qui est signé. Ceux qui ne connaissent pas Rob Crowar, allez voir ça. Un des meilleurs coureurs d'ultra. Probablement le coureur d'ultra canadien le plus performant qu'il a jamais eu en termes d'ultra-marathon. Un gars qui a fait des grandes performances, là, puis qui est super humain, puis il est vraiment très gentil. C'est très cool. Fait que ça met le ton. Écoutez, je l'avais dit, 2 épisodes de thématique hivernale. La semaine passée, j'ai reçu Yannick Brassard et Xavier Aubu pour parler de la course cryo. Là, j'étais avec un expert de l'équipement, mais aussi un coureur, puis de l'équipement en termes d'hiver. T'es un gars qui a performé beaucoup en course en raquette. Puis j'ai l'impression que le coureur nordique, de par son nom, ça met le ton un peu, mais je pense que vous êtes devenus aussi des spécialistes d'équiper les coureurs pour l'hiver en termes d'équipement, en termes d'espadrilles. Puis on va pouvoir jaser de tout ça parce que, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, moi ça fait 12 ans que je cours, ça fait 12 ans que je cours l'hiver. Il y a quand même des choses, des questions que j'ai jamais eu de réponse. Je me dis, bon, regarde, là, j'ai Jimmy, j'ai l'expert en la matière, on va en jaser, puis on aura des réponses pour les auditeurs et pour moi. Excellent. Cool. On commence ça. Yes, avant de parler de course et tout ça, j'ai envie qu'on parle de toi parce que avant d'être le propriétaire de la boutique ici, avant d'être un expert, comme je le dis depuis tantôt, t'es un coureur, puis t'es un sacré bon coureur, autant sur route qu'en raquette, en sentier même, j'ai vu. Parle-moi de ton parcours de course. Comment la course est entrée dans ta vie? Ben, la course est entrée dans ma vie, j'étais vraiment jeune, dans le fond. J'étais au primaire à Saint-Narcisse de Rimouski, à 2 km de l'école. Puis le matin ou le soir, ben, l'autobus faisait le tour par le rang en haut, le rang 6, avant d'arriver chez moi. Donc moi, je trouvais ça un petit peu trop long de faire ce grand détour-là en autobus. Donc je rentrais chez nous à la course. Puis c'est commencé comme ça, juste par le plaisir d'aller plus vite à l'école ou de revenir de l'école. Fait que le run commute, avant que ça s'appelle du run commute, exactement, que ça soit quelque chose. C'est ça. Moi, je faisais mon 2 km quand même assez souvent, puis sans temps, sans montre. C'était vraiment juste dans le but de me rendre à la maison ou de me rendre à l'école. Puis, à un moment donné, un prof d'éducation physique, voyant que j'avais quand même un certain talent dans ce sport-là, m'a amené à Rimouski faire une course là, avec les autres athlètes là, de la grande région de Rimouski, dans le fond. Fait que moi, je suis arrivé là avec mes Converse mid, là, old school au bout. Puis j'ai juste pris le départ, puis je me suis défoncé comme j'avais l'habitude de le faire quand je prenais part à n'importe quel sport, dans le fond. Puis ça a donné que j'ai gagné cette compétition-là où je courais contre des coureurs, des vrais coureurs qui s'entraînaient à la course à pied. Puis moi, ben, je le faisais plus pour le fun. Donc ça a mis un peu la table. Là. Ça m'a fait réaliser que ouais, j'étais quand même pas si pire dans ce sport-là. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance de rencontrer des bons amis qui m'ont incité à en faire plus. Je suis allé faire un championnat provincial de cross-country, je me rappelle encore à Forestville, où je m'étais carrément évanoui à la fin. Là. Je m'étais vraiment défoncé pour suivre le meilleur gars de ma région, dans le fond, qui était comme un modèle, dans le fond. Puis ben là, l'entraîneur du Coubertin à Rimouski m'avait dit après ça, ben, je pense que là, tu devrais commencer à t'entraîner, là, de venir faire les entraînements avec nous.
J'ai commencé à faire des entraînements avec eux. Là, on remonte à peu près à 1994. Puis l'année d'après, avec un an d'entraînement, je finissais 2e au championnat provincial scolaire sur 3000 mètres là, en bas de 9 minutes, là, après un an d'entraînement, dans le fond. Fait que c'est un peu comme ça que je te dirais que ça a commencé. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que c'était le fun de courir, que ça faisait partie de moi, que c'était pas des efforts d'aller courir, puis qu'en plus, si je me donnais la peine, je pouvais quand même m'en sortir bien. Fait que de fil en aiguille, comme ça, j'ai continué de courir. Je me suis ramassé à Sherbrooke en 99 pour aller courir pour le Vert et Or parce que j'avais eu quand même des bonnes saisons, là, 97, 98. Je m'étais classé pour les Jeux du Canada aussi. Donc, je me suis ramassé à Sherbrooke. Je pensais même pas dans ma vie que j'irais à l'université, dans le fond. Oui, j'aime l'école, mais pas au point de me rendre à l'université, sûrement. Mais là, de pouvoir aller courir pour une université, c'était motivant. Puis, je suis vraiment content d'y être allé parce que ça m'a fait découvrir la vie universitaire d'athlète qui est vraiment stimulante, là, d'aller en compétition avec une gang, de vivre des gros moments. Nous, on a gagné 4 ans d'affilée les championnats canadiens universitaires dans les années que j'étais à Sherbrooke. C'était le club universitaire au Canada. Ce qui a changé un peu maintenant, c'est beaucoup à Laval que ça se passe, là. Mais c'était vraiment plaisant. C'est là que j'ai travaillé dans une boutique de course à Sherbrooke à temps partiel qui s'appelle Boutique Le Coureur, qui existe encore. C'est là que j'ai appris, grâce à Joël Saint-Louis, qui était le propriétaire à l'époque, là, tout. Dans le fond, il me laissait beaucoup de latitude. Je faisais les achats, je formais le staff. J'ai commencé un club de course qui existe toujours là-bas. J'ai travaillé chez ASICS après ça, ASICS Canada, pendant 1 an ou 2. Et je suis retourné à temps plein au coureur. Et là, j'ai vraiment réalisé que ça n'allait pas être en histoire que j'allais travailler comme j'avais fait dans mes études, mais dans la course à pied. C'est vraiment... J'ai vraiment trippé, je me suis rendu que c'est vraiment ça que j'aimais faire. J'aime ça parler avec des passionnés, j'aime ça servir les gens, j'aime ça leur partager mon expertise pour qu'ils aient du plaisir aux autres aussi à faire ce sport-là. Fait que j'ai travaillé au coureur jusqu'en 2007. Et en 2007, là, j'avais 2 enfants, j'avais Alexis, ma plus vieille, j'avais Théo. Et j'ai eu un gros accident d'auto. Je me suis endormi au volant, j'ai frappé dans un viaduc. Et je me suis réveillé 15 heures plus tard dans un piètre état, dans le fond, vraiment magané. Ça m'a secoué pas mal, là. C'était une bonne claque dans le visage, là. Quand tu es en forme, tu te sens au sommet, puis que tout d'un coup, tu sors du coma 15 heures plus tard. Et les mois qui suivent, tu as juste à aller marcher, ça devient exigeant. Ça te fait prendre conscience que la vie, elle peut passer vite, qu'elle peut être fragile. Donc, si tu as des rêves, si tu as des choses à faire, il faut que tu le fasses, tu sais. Fait que, Joliane, ma copine à ce moment-là, mais la mère de mes enfants, m'a dit, Jim, tu sais, t'aimes ça faire ça? T'es bon là-dedans? Pourquoi qu'on la porte pas, notre boutique? Pourquoi que t'aurais pas ta boutique à toi, tu sais? Ça m'a comme pas mal fait réfléchir et à ce moment-là, j'étais en train de négocier avec le coureur pour peut-être acheter cette boutique-là, mais Joël, qui était trop jeune à l'époque, n'était pas prêt à vendre, dans le fond. Donc, on a fait notre plan d'affaires. J'ai profité de mon 3 mois de convalescence pour faire notre plan d'affaires, approcher les fournisseurs, trouver un endroit à louer ou à acheter à Québec. Puis je suis tombé ici, 141 chemin Sainte-Foy, qui 15 ans plus tôt avait été la boutique La Course à pied à Québec, qui était quand même une institution à l'époque, là, avec Georges Trépanier. Puis moi, sans le savoir, cette journée-là, même qu'on a trouvé ce local-là, on a fait un offre d'achat. J'ai appelé Joël à Sherbrooke. J'ai dit, Joël, je pense que là, l'aventure va commencer. On a trouvé un local, il est bien spoté, tout ça. Il me demande l'adresse, puis là, je donne l'adresse 141 chemin Sainte-Foy. Il dit, hey, c'était la boutique à Georges qui avait là, la course à pied, qui était une des plus grosses boutiques au Canada dans les années 80. Il dit, je pense que tu as trouvé un bon spot. Fait que ça a commencé comme ça. On a fini de faire le plan d'affaires. On a eu l'aide du CLD ici à Québec. Il nous a aidé beaucoup. Puis en 99, voilà, la grande aventure courant nordique commençait. 2009. 2009, excuse. Il y avait un bon ADN dans la grande aventure courant nordique commençait. Puis maintenant, là, 13 ans plus tard, là, c'est comme tu le disais tantôt, je pense qu'on est devenu quand même un incontournable. Là. On a fait notre place comme étant un spécialiste. Puis cette place-là, on l'a acquis, mais on ne veut pas la perdre. On travaille fort encore, on forme beaucoup les staffs, on veut bien servir les clients, puis ça va rester notre cheval de bataille. Là. C'est vraiment important pour nous.
Ouais, puis je pense que c'est le succès aussi d'une boutique de course, puis les très bonnes boutiques se démarquent comme ça. T'sais, vendre des espadrilles, n'importe qui peut le faire, ou en tout cas n'importe quelle boutique, n'importe quelle bannière peut le faire, mais d'avoir le staff pour conseiller le coureur, que ce soit le coureur expert qui son modèle est discontinué puis il faut qu'il change, ou le coureur qui arrive ici qui dit j'ai commencé à courir, c'est la pandémie, je me trouve un nouveau sport, puis je vais essayer, puis je vais pas commencer n'importe comment avec des Converse comme toi. Ah ouais. Ben, je pense que c'est là. Puis, tu sais, ceux qui se rappellent, épisode 9, au début de Pas sorti du bois, j'ai reçu Lauriane. Il y a 1 an, Lauriane qui a été ici longtemps, qui part, je pense qu'il reste 1 mois à Québec avant d'aller... travailler comme physiothérapeute à Sherbrooke. Ben oui, exactement. Fait que c'est ça. Moi, quand j'ai parti le podcast, je me suis dit, je veux des épisodes où on va jaser avec des gens qui ont vécu des affaires de course, qui ont vécu des histoires, des récits, mais je veux aussi parfois rentrer dans le vif du sujet. Puis la première fois que j'ai eu cette idée, j'ai fait faut que je parle à quelqu'un du coureur nordique. Puis garde 1 an plus tard, on s'assoit ensemble, puis on va passer on parler de course d'hiver. Comment c'est venu le nom, le coureur nordique? Je le disais tantôt, hein, vous avez une spécialité qui se complète, qui n'est pas juste la course, c'est aussi la course d'hiver, là, ce qu'ils font. C'est où que c'est venu l'idée? C'est l'idée de qui, là? Ben, écoute, le coureur nordique, c'est qu'au début, quand on a commencé à penser à l'idée d'avoir une boutique, on a eu comme pensée d'aller à Chicoutimi. Okay. Ça, c'était l'idée de base. Donc, en octobre 2006, on est monté à Chicoutimi, au marathon de la baie, parler à des coureurs, prendre le pouls, voir un peu l'âge des coureurs qu'il y avait là, le marché. Puis, donc, on travaillait sur un nom pour Chicoutimi, donc le coureur nordique est arrivé. Puis là, après, des gars de là-bas m'ont parlé, m'ont dit, tu sais, c'est cool Chicoutimi, mais c'est petit, puis tu sais, je suis pas sûr que vous allez facilement gagner votre vie à avoir une boutique de course là-bas. Puis c'est du monde de là-bas, là. Ils nous ont dit, pourquoi pas le faire à Québec? Ils disent, de toute façon, le monde du Saguenay, ils vont à Québec. Ils disent, on va magasiner à Québec, on est habitué à ça. Fait qu'on est revenu ici, à Sherbrooke à l'époque, puis là, on était un peu en questionnement sur ce qu'on faisait. Et on a continué à travailler notre plan. Moi, j'ai retourné travailler un peu au coureur, puis... là, on s'est dit, c'est vrai, Québec, il n'y a pas grand-chose. C'est quand même une belle grande ville. Moi, je viens de Rimouski, fait que je me rapprochais de ma famille en même temps. Donc, on a commencé à évaluer la possibilité de Québec. Puis là, on se demandait si on changeait de nom. Puis finalement, je ne sais pas qui de nos amis a dit, mais pourquoi pas garder le coureur nordique? T'sais, il dit, en plus, Québec, c'est une ville nordique. Il dit, les Nordiques de Québec. Puis là, à Québec, là, il dit, tout le monde trippe encore, c'est nordique. Moi, je ne suis pas un gars de hockey du tout. Là, fait que j'avais même pas pensé. Fait que là, on s'est dit, ben oui, tu sais, puis c'est sûr que moi, en ayant travaillé à la boutique Le Coureur à Sherbrooke, ayant fait des courses de raquettes quand j'étais à Sherbrooke, puis ayant vendu du ski de fond quand je travaillais à Sherbrooke avec Joël, ben c'est sûr que j'avais dans la tête qu'un jour, on allait vendre des skis de fond. T'sais, c'était sûr qu'on allait en vendre, mais pas au début parce qu'on a un gros inventaire à supporter, puis on voulait pas se tromper, puis on voulait pas faire d'erreurs. Donc, on a décidé de garder le coureur nordique, puis on est bien content parce que finalement, je trouve que ça fit vraiment bien avec ici. C'est une ville nordique, Québec, c'est vraiment l'hiver. Puis effectivement, si on va avoir du plaisir à courir l'hiver à Québec, ben il faut varier un peu l'entraînement parce que des fois, c'est plus plaisant d'aller courir dans sa route là, avec les tempêtes qu'on a puis le froid qu'on a. Donc, d'aller courir en raquette dans le bois, d'aller faire du ski de fond, d'aller patiner avec les lames nordiques, tout ça est vraiment complémentaire là, pour l'entraînement de course à pied. Ah oui. Fait que, voilà. Puis là, tu as parlé à partir de 2009 de ton parcours plus professionnel, entrepreneur, mais tu as continué à courir. Écoute, moi, je suis allé creuser un peu sur Sportstat, voir. Tu sais, moi, je savais. En fait, moi, je savais que tu courais beaucoup sur route et tout. Tu sais, je suis déjà souvent venu faire les entraînements d'intervalle que le coureur nordique offre, mais. À un moment donné, c'est Jean Fortier que j'ai reçu au podcast. Puis il s'est impliqué ici avec la boutique, je pense, avec les clubs de course, avec les séances d'intervalle. Les séances de trail. Les séances de trail, exact. Puis à un moment donné, Jean, qui a fondé le Transvalley, mais qui a aussi fondé le Québec Mega Trail, me disait je voulais faire un 25 km qui était roulant parce que je voulais convaincre Jimmy de venir courir mon 25 km parce que, je sais pas, peut-être que tu peux nous ravager la mémoire si toi tu t'en rappelles, mais il me disait Jimmy, il voulait pas venir faire du power hike dans la montagne. Il voulait faire un parcours roulant, puis comme de fait, le QMT 25 qui est courable du début à la fin pour un bon coureur, un bon niveau. Route, ouais. Puis tu as fait beaucoup de trails à travers tout ça. J'ai vu, même cet été, tu es allé au Chic Choc et tout. Fait que, coureur de route, là, je veux dire, j'ai vu un marathon en 2h44, 6e place au marathon. 2h35. 2h35 ton meilleur, je l'ai pas trouvé celle-là. Il y a quelques années, là. Il y a 3 ans. Ouais. Quand même, hein, 2h35, c'est très rapide. Ouais. Fait que c'est ça, t'as vraiment un gros parcours de coureur de route, mais t'as toujours ton focus tourné vers la trail parce que t'en as fait à travers les années. Parle-moi de ça. Il faut que je dise que pour maintenant, depuis 2007, depuis mon accident d'auto,
quand je fais de la trail, je peux pas dire que j'aime vraiment ça. Puis je vais expliquer pourquoi. C'est que moi, j'ai presque perdu un œil complètement quand j'ai eu mon accident d'auto. Donc, pour moi, d'aller courir en sentier, quand c'est vraiment technique puis il y a beaucoup d'obstacles, c'est vraiment pas le fun. Je te dis, là, j'ai perdu ma vision en 3D, j'ai plus de profondeur. Donc, quand j'arrive dans des sections où il y a beaucoup de roches, comme justement à Gaspésie cet été, il faut que je me concentre tellement à savoir où je vais mettre mon pied qu'à un moment donné, j'ai mal au cœur. Je viens que mon œil gauche, il fatigue, puis non, c'est pas le fun. Donc, aller courir en trail, aller au Mont-Saint-Anne, aller jogger en trail, faire du volume en trail, j'adore ça. Okay. Ça passe vite, je peux y aller à mon rythme, j'ai pas besoin de me mettre en danger. Mais le côté compétitif, puis je suis compétitif, donc c'est sûr que j'aime pas juste aller me promener, faire une balade quand je suis dans une compétition. Donc, j'ai réalisé cet été que si j'en refais une, il va falloir que ça soit pas trop technique. Ouais. Parce que quand c'est technique, là, j'ai pas de plaisir, puis je me mets en danger parce que je tombe, puis je m'accroche dans les roches, tout ça. Fait que ça, j'ai réalisé cet été que je vais pas en faire d'autres tant que ça va être trop technique. Par contre, je pense qu'en raquette, je m'en sors bien parce que tout d'un coup, les obstacles sont cachés. Ouais. Ils sont cachés, donc il n'y a plus de danger. On peut vraiment ouvrir les valves, puis aller au fond, puis je suis pas pesant, j'ai quand même des bonnes jambes, j'ai couru en raquette beaucoup, donc c'est sûr que ça, je m'en sors bien dans ça. Mais je te dirais que ces deux disciplines-là, trail et raquette, maintenant, c'est vraiment comme de l'entraînement, puis c'est pour le plaisir. J'ai encore le goût de compétitionner sur route. J'aime encore de temps en temps aller faire des gros entraînements sur la piste à l'université. J'aime encore la vitesse. Même j'ai 44 ans maintenant, j'ai encore en tête de faire en bas de 2,30 au marathon, puis tu sais, je sais que j'ai encore les possibilités de le faire. Donc, puis sur la route, il n'y a pas d'obstacle, puis j'ai juste besoin de forcer, j'ai pas besoin de me concentrer, là. Ah, puis en même temps, je suppose qu'il y a de faire de la course de raquette pour l'avoir faite. Moi, je suis moins adepte de course raquette. Je l'ai faite quand même quelques fois, mais ça reste que ça demande, je veux dire, en termes d'effort, c'est du solide. Puis même pour un coureur, coureuse de route, aller faire de la trail, encore là, c'est super complémentaire, puis il y a du gros travail qui se fait là, fait que je suppose que d'aller s'amuser entre elles une fois de temps en temps, ça te sert nécessairement pour la course sur route, là. Ça fait du bien. Ça change le beat. T'es dans le bois, ça sent bon, c'est beau. T'sais, moi, j'aime vraiment aller dans le bois, là, fait que aller jogger entre elles, là, encore, j'étais allé la semaine passée monter le Mont-Ferréol, je me suis trouvé des belles trails là-dedans, j'ai trippé au bout, fait que, tu sais, ça, moi, j'explore quand je vais dans le bois. Puis j'explore même quand je vais en ville, mais dans le bois, les possibilités sont encore plus grandes. Ben, c'est ça. Donc, j'aime ça pour ça. Donc, course sur route, course sur piste, course en sentier et course en raquette aussi. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet de courir l'hiver, tu as une grosse expérience en course en raquette. Puis j'ai l'impression que le coureur nordique, je le dis, je ne suis pas payé pour faire de la plug ici, mais moi, j'habite à Québec puis je ne jure que par le coureur nordique. Vous êtes aussi des experts en course en raquette, de préparer les espadrilles pour accueillir la raquette. La raquette, exactement. Mais tu en as fait beaucoup. Comment tu as découvert ça à travers ton parcours de coureur, de te lancer en raquette de course? Ben moi, dans le fond, la raquette est arrivée quand j'ai commencé à travailler au coureur à Sherbrooke, justement à temps plein, parce que Joël Saint-Louis, le propriétaire, lui, c'est drôle parce que dans les années 70, au Jeux du Québec, il y avait de la raquette. Il y avait de la course de raquette. Ah ouais? Fait que lui, il en a fait dans ces années-là. Puis lui, il a continué de courir en raquette avec le temps. Il allait même faire des courses aux États-Unis parce que c'est très populaire là-bas depuis longtemps, depuis les années 70, que c'est resté très populaire aux États-Unis. Donc, à un moment donné, il a commencé à m'inviter avec lui pour aller courir en raquette. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai réalisé que c'était tough, justement, puis que c'était payant. Donc, un hiver, on est parti, moi, Joël, une couple de chums, là, Jean-Nicolas Duval qui a parti la boutique avec moi au début, Christian Vachon qui fait le relais, même Magog, Martin Ladouceur. En tout cas, on est monté une couple de chums faire la sélection pour les championnats américains qui étaient au Vermont à Bolton Valley. Puis, j'étais arrivé là, puis finalement, j'ai gagné la sélection. Ça m'a amené à aller au championnat américain. Après, avec ces gars-là aussi, on a eu du fun au bout. Puis là, j'ai vraiment pogné la piqûre. J'ai continué à faire les courses. Il y a eu un premier championnat canadien, là, les années qui ont suivi ça. Je suis allé le faire. J'avais gagné ce championnat-là. Ça m'avait amené à pouvoir aller faire les championnats du monde de course en raquette qui étaient en Autriche sur le glacier d'Ashstein. Wow. Donc, j'avais vécu une expérience incroyable. Là. C'était super le fun d'aller courir là-bas. Fait que c'est un peu comme ça, puis tu sais, je l'ai toujours gardé parce que j'aime comme la liberté d'aller où je veux l'hiver avec des raquettes, là. Tu sais, je reste ici en ville, moi, puis je pars avec des raquettes dans Saint-Sacrement. Je m'en vais passer en arrière du terrain de football, des élans, je me ramasse dans le cimetière Notre-Dame de Belmont. Je suis en ville, mais je vais partout dans le bois, je me fais mes propres traces. C'est que j'ai toujours aimé ça, la raquette, pour ça, pour la liberté que ça nous donne d'aller où on veut, même s'il y a de la neige. Fait que, puis avec le pentathlon des neiges qu'on a ici,
puis les courses de raquettes que nous, on faisait, mais que que Jean Fortier organisait, tout ça, ben, tout d'un coup, il s'est mis à avoir de l'intérêt pour la raquette de course. Puis moi, comme j'en avais fait depuis longtemps à Sherbrooke, qu'on avait développé, Joël et moi, le système d'essieux qui allait dans les chaussures pour aller sur les raquettes TSL, ben, je suis arrivé ici avec une expertise que personne n'avait dans la région. T'sais. Donc, j'ai commencé comme ça à préparer les chaussures avec l'essieu, puis je veux dire, de percer un soulier de même, puis qu'il soit percé à la bonne place, puis droit, j'en ai scrappé une coupe de souliers dans mon sous-sol, là, à en essayer là, chez nous. Là. Puis, fait que comme ça, ben, quand on a ouvert la boutique, on s'est fait tout de suite un nom avec ça. Puis au début, c'était drôle parce que ceux qui achetaient ces raquettes-là, c'était vraiment des compétiteurs. C'est du monde qui voulait vraiment faire de la compétition. Puis là, aujourd'hui, on en vend autant que quand on a ouvert en 2009, mais c'est plus ça. C'est des gens qui, justement, découvrent comme la raquette pour sortir de la ville quand c'est pas beau, aller en faire sur les plaines dans la neige quand ils sont en danger ici dans la rue, du monde qui s'entraîne justement au lac Beauport, au Mont-Saint-Anne, tout ça, puis que c'est le fun de courir en souliers avec des crampons quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas neigé, parce qu'il y a une surface dure, il y a beaucoup de monde qui passe dans les pistes de raquettes, ça devient beau. Mais quand tu sors le lendemain d'une tempête de neige qui a 15-20 cm de tombée, puis que tu vas aller courir en souliers puis en crampons, là, personne ne va pas me dire que c'est le fun. Là. Moi, je peux pas vous croire, en tout cas. Là. Donc, à ce moment-là, d'avoir une bonne raquette de course légère avec le système pivot comme on a, c'est vraiment plaisant, puis ça te donne bien plus de possibilités. Là. Donc, oui, on est devenu vraiment comme un expert de la course en raquette comme ça. Puis ça continue. Là. On pensait qu'à un moment donné, ça finirait, là, les ventes de raquettes de course, mais crème, ça n'arrête pas, puis ça reste toujours très, très bon. Oui, puis on est loin de la raquette qui se vend, qui est correct aussi, je pense, mais tu sais, que tu rentres ton espadrille dedans, là, c'est vraiment, ça fait partie de ton pied, puis si justement cette fusion-là, tu as l'impression que c'est une extension de ta jambe, c'est pas une espèce d'élément qui s'ajoute, qui complique la vie plus que d'autres choses. C'est vraiment pas pareil. T'sais, sérieux, pour avoir toutes les raquettes de course qui existent, quand tu as le système pivot comme ça, là, la raquette est tout le temps dans le bon axe, ça te pète pas ses chevilles. Tu lèves le pied, le devant lève, donc la queue de la raquette reste proche du sol. Donc même s'il y a beaucoup de neige en avant, ça reste pas, le devant de la raquette reste pas pogné dans la neige. Il n'y a pas de ganses qui vont lousser en cours de route, qui vont lâcher, les rivets pètent, tout ça. Donc les raquettes comme ça, TSL en thermoplastique avec le système d'essieu, c'est encore ce qui se fait de mieux. Puis c'est nous autres qui fait la meilleure job, donc c'est parfait. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est ça, la semaine passée, je recevais comme je le disais, Yannick et Xavier, on parlait de la course cryo à Québec, dans la région de la Trail de la Nuit polaire. Puis si justement, dans ces événements-là, que ce soit en mode compétition ou juste d'aller en sentier l'hiver, c'est un game changer parce que en fait, c'est un outil à avoir dans son coffre à outils. Je pense qu'il y a des années, moi je me rappelle, j'ai fait la Trail de la Nuit polaire en 2020 avant la pandémie. Puis c'était une année où c'était super bien tapé. Puis ça, en raquette, il y a des coureurs qui sont pas mal plus performants que moi dans la vie, que moi, j'étais pas de raquette, j'étais allé en espérer avec crampons. J'ai fini 20 minutes avant des coureurs beaucoup plus performants que moi qui ont essayé la raquette, puis tu perds de l'énergie quand tu es sur du plat. Et d'autres années, c'est le contraire. Tu sais, les courses cryo, Xavier le racontait, la première année, l'année test pilote, ils ont fait le 42 km, quasiment les gens faisaient quasiment leur PB marathon. Puis l'année suivante, tous ceux qui sont arrivés pas de raquette, ils ont voulu mourir parce que... ça calait. Exactement. Fait que c'est un outil à avoir. On parle de raquette. Tu as parlé d'un peu de crampons aussi, il y a ça qui est intéressant, puis encore là, il y a 1000 façons de le faire. Parle-moi de c'est quoi l'essentiel à savoir. Mettons, là, les gens en ce moment, on est en novembre, ils commencent à prévoir leur hiver, ils vont prévoir quelle paire d'espadrilles quasiment finie, que c'est le temps de soit passer un essieu dessus, soit mettre des crampons. C'est quoi les règles de l'art pour courir l'hiver en termes d'espadrilles et de crampons? Bien, premièrement, s'ils veulent avoir un kit de course de raquettes, sont mieux de s'acheter une chaussure faite pour ça. Quand je dis faite pour ça, qui va avoir une semelle assez épaisse pour pouvoir passer l'essieu à bonne place, à bonne hauteur, pour qu'il y ait un contact entre la chaussure et la raquette, pour pas que ce soit l'essieu qui supporte le coureur, mais bien la raquette, que l'essieu serve juste à faire une rotation. Parce que les gens qui prennent leurs vieilles chaussures et qui viennent ici pour faire percer ça, je trouve ça plate de payer 85 $ pour mettre un essieu dans un soulier qui est fini, qui vont sentir l'essieu, qui n'auront aucun plaisir. Donc, d'avoir un soulier neuf, c'est la bonne chose. Un soulier neuf un peu plus stack. Là. Tu passes pas ça dans un Merrell. Plus épaisse, pas dans un petit minimaliste. Donc, avec une bonne chaussure, puis de toute façon, là, sur une raquette, c'est la raquette qui fait le travail. Là, donc, qu'on ait une chaussure plus épaisse ou plus grosse, il n'y a aucun problème à ça. Ça va juste être plus confortable, ça va juste être plus stable. De préférence imperméable, parce qu'on ne sera pas limité, on ne va pas partir longtemps dans les moments où il fait froid, puis on ne gèlera pas les pieds. S'il n'y a pas de guêtre intégré sur la chaussure, on s'achète un petit guêtre là, de trail, j'en ai des bonnes ici, là, Ultimate Direction sont super. Sinon,
une chaussure carrément avec un guide intégré qui, là, c'est le Nec Plus Ultra. Là. Qui en fait? Je sais que Ben là, c'est de plus en plus difficile, mais Salomon en a 2. OK. On va en avoir un autre bientôt de la Sportiva. Puis on en a un aussi fait par North Face qui est vraiment bien cette année. Fait que ça, c'est pas peu, mais on a plein d'autres modèles imperméables où l'ajout d'un guide va très bien faire. Fait que pour la raquette de course dont on parle avec l'essieu, un soulier idéalement neuf, assez épais, avec Gore-Tex. Ouais, c'est pas mal ça. Si vous faites le choix de plutôt vous acheter des bons crampons cet hiver, ben moi, sérieusement, ça fait longtemps qu'on vend des crampons et on n'a jamais vu des aussi bons crampons que les Micro Spike là, de Catola. Ils sont durables, ils sont agressifs. On les sort quand vraiment il y a un petit fond mou dans les sentiers. C'est vraiment le fun. Le caoutchouc est souple dessus. Il monte haut sur la chaussure, donc il tient en place. Il reste toujours bien centré sur la chaussure. Donc ça, c'est vraiment le fun, très durable. Puis à ce moment-là, ben là, moi, je trouve que pour courir dans les sentiers en crampons, là, c'est peut-être plus nécessaire d'avoir un soulier imperméable. Puis je m'explique. C'est que maintenant, il y a des bas imperméables aussi qui existent. Donc, les journées que la trail est dure puis que ça ne calera pas, vous pouvez mettre juste un bon bas en mérinos dans votre chaussure avec vos crampons. Vous allez être super bien. Les journées que c'est un peu plus mou, c'est un peu plus collant, la neige est mouillée, bien là, vous mettez un bas imperméable dans votre chaussure ventilée. Puis cette chaussure-là, bien, elle pourra vous servir pour courir en sentier aussi l'été. Donc, elle sera double usage. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, c'est une question que moi-même j'ai. Tu sais, ça fait 12 ans, comme je l'ai dit, que je cours à l'hiver, puis j'ai jamais investi dans une expérience Gore-Tex. J'ai eu une fois une personne qui m'a dit, puis tu me diras peut-être que si c'est vrai ou faux, qui m'avait dit, ben c'est le fun le Gore-Tex, mais une fois que l'eau rentre, parce que des fois tu mets le pied dans l'eau, puis le Gore-Tex a ses limites, ben c'est tellement imperméable que l'eau en ressort pas. Mettons que tu mets le pied dans la grosse slush. Fait que moi, j'ai toujours été avec le bas Merino, le bas imperméable avec l'espadrille de trail, mais là, la fois que je voyais, je suis rendu avec Oka, j'ai vu le Speedgoat Gore-Tex, je me suis dit, ben garde, je m'en vais rencontrer Jim au courant nordique, on va lui demander. Ben moi, sérieux, faut au moins j'en ai une part dans mon garde-robe, parce que quand tu vas courir en ville là, à moins 5, là, puis que là, ils mettent du sel, puis que ça devient tout slotcheux, là, tu pileras pas dans une grosse flaque d'eau que ça va passer par-dessus le soulier. Mais ça va être mouillé à hauteur du soulier qui va faire qu'après 5 minutes, tes pieds complètement détrempés. Puis ça, je trouve pas ça le fun. Non. Donc, ces journées-là, je suis vraiment content d'avoir un soulier en Gore-Tex que je vais mettre dans mon pied. Puis je vais partir, je vais être au sec puis au chaud tout le long. Je vais aller courir en sentier. C'est pas assez de neige pour que j'ai besoin de mettre une raquette, mais juste assez pour que crime, je vais être content d'avoir un soulier imperméable, garder les pieds au sec et au chaud. Puis je vais rajouter un petit guide par-dessus. Puis il n'y aura pas de neige qui va rentrer partout dans le soulier. Je vais être vraiment bien. Fait que moi, je trouve que oui, il faut un soulier en Gore-Tex, mais pour l'hiver. OK. Puis l'été, c'est clair qu'on ne veut pas de Gore-Tex parce qu'effectivement, dans les courses de trail, vous allez finir par piler dans un trou d'eau plus haut que la hauteur de la chaussure. Puis là, c'est vrai que l'eau rentre dedans, puis elle ne ressort pas, puis il devient pesant. Mais l'hiver, c'est rare qu'on trouve ça désagréable d'avoir un soulier imperméable. Je vais juste dire que c'est pas obligatoire, mais si on a la chance de s'en acheter un, ben go, allez-y. Ça peut être un outil intéressant dans le coffre à outils, comme on parle. Vous allez l'avoir pendant 2-3 hivers, votre soulier en Gore-Tex. Vous allez juste le mettre dans ces périodes-là. Exact, parce que tu sais, quand tu sors mettons, à moins 25, pas besoin. Tu sais, une journée super sec, justement, ou en tout cas, pas nécessairement sec, mais une journée où il n'y a pas d'accumulation de neige, que ça fait 10 jours qu'il fait moins 20, ben là, c'est plus une côté bas que ça va se jouer pour vrai, tu sais, parce que le Gore-Tex va rien changer à moins 25. Par contre, des bonbons Merino, je pense que c'est un bon investissement quand on veut courir l'hiver. Là, les couches, c'est pas donné du Merino. Puis tu sais, j'invite les gens parce que j'ai pas le goût qu'on entre dans le gear, le linge, parce que tout trail, mes bons amis Marie-Ève, Marc-André ont parlé avec la gang de Icebreaker. Puis on fait un épisode l'année passée sur tout ce qui est Merino. Puis pour vrai, c'était super intéressant. C'est un sujet que j'ai pas à recouvrir. Ils l'ont fait, puis ils l'ont bien fait. Mais ça vaut vraiment l'investissement. Oui, c'est cher. La première fois que tu te dis, hey, je vais te payer une paire de bas ce prix-là, mais je veux dire, moi, j'ai des bas en Merino que j'ai portés 3 hivers de temps, puis ils n'ont pas encore de trous, puis ils font un job. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, espadrille, les petits crampons que tu parlais, on voit aussi les crampons qui se mettent par-dessus l'espadrille. Il y a des crampons intégrés. C'est quoi la différence? C'est quoi l'avantage, l'inconvénient de chaque? Ben, il faut savoir que les crampons qu'on va visser dans les semelles des chaussures qu'on a ici, les Grip Studs, ou les chaussures comme Salomon, le Snow Spike ou le Blizzard qui s'en vient là, bientôt de la Sportiva, c'est des crampons qui doivent faire maximum 3 mm là, de profondeur.
Donc, dans la grosse neige d'un sentier, ça vaut ce que ça vaut. C'est super en ville, en campagne, quand on jogue sur la route, puis qu'il y a un fond de neige. Ou après un petit verglas. Où il y a de la glace, la période de verglas qu'on a toujours là, depuis quelques années. Mais il n'y a rien comme un gros crampon qu'on va venir ajouter avec du caoutchouc en dessous de notre soulier avec des gros crampons pour aller dans les sentiers. Puis ces crampons-là qu'on ajoute, il y en a différents modèles maintenant. T'sais, nous, en magasin, on va poser la question, c'est-tu vraiment juste pour la ville ou c'est plus pour les sentiers ou c'est un mélange des deux? Puis si c'est juste pour la ville, on va vous en vendre des plus petits comme les Nano Spike. Si c'est dans le milieu, on va vous vendre une espèce de Exo Spike. Puis si vous allez dans les trails, dans le bois, on va vous vendre le Micro Spike. Donc, il y en a pour tous les types de terrains. Venez nous voir au courant nordique, puis on va vous montrer tout ça. Puis en termes de choix d'espadrilles sur lesquels on les met, moi je te dis ma façon de faire, puis je le dis ici, c'est pas une bonne façon de faire. Pendant des années, moi, j'allais acheter des vis octogonales au Canac, puis j'ai vissé dans mes affaires. J'ai changé 2 fois dans l'année, puis à un moment donné, j'ai fait tes caves, t'es en train de laisser des vis quelque part. Fait qu'avec le temps, je me suis raffiné dans mon choix. Mais j'avais tendance à prendre une vieille paire d'espadrilles. Mon espadrille de trail qui en a son dernier été, je donnais un 6 mois de plus de vie en vissant des spikes dedans. Je le fais encore même si je mets des spikes de meilleure qualité. Ouais. Si tu recommandes, on est mieux de mettre ça dans un espadrille plus récent. Ça c'est correct. Dans le fond, nous, on va juste vous le dire si la semelle est prête à recevoir ces crampons-là parce qu'il y a des souliers que les petits crampons sur lesquels on les visse sont trop étroits. Puis les filets, comme ils sortent d'un côté. Donc là, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. Puis un soulier, mettons, de route que la semelle serait trop tapée puis qu'on risquerait de sentir les filets en dessous de notre pied, ben on va vous le dire aussi puis on va le faire sur un autre soulier. Donc c'est sûr que c'est soit un soulier de route qui n'est pas trop magané ou un soulier de trail qui a des crampons assez larges pour qu'on puisse visser dedans. Puis il y en a plein qui viennent nous voir avec leur soulier imperméable, justement, en bon état, sur lequel ils disent, regarde, pour cet hiver, visse-moi 8 à 10 spikes par soulier, puis on le fait, puis ça va super bien, là. Puis quelqu'un qui serait plus sur un budget, parce qu'on sait que la course à sentier ou la course à pied, c'est un sport qui coûte de l'argent. Là. Souvent, on dit la course, c'est le sport le plus simple, c'est minimaliste. Ouais, mais quand tu te mets à triper sur le gear, puis à vouloir performer, puis à avoir différents types de trails, peu importe, il faut s'équiper. Mais quelqu'un qui serait plus sur un budget, puis c'est bien correct. Est-ce que c'est possible de visser le spike, puis après ça, rendu à l'été, on enlève le spike? Oui. Mettons, le coureur du dimanche qui va en sentier une fois par 2 semaines, il rotationnera pas 4 paires d'espadrilles. Ça se fait? Ça se fait. OK. Dans la mesure où les petites encoches pour le visser puis le dévisser sont encore intactes, aucun problème, il y en a plusieurs qui le font. Fait que vous investissez, mettons, 25-30$ pour ces crampons-là, mais ils vont vous servir au moins 2 hivers. Non, c'est ça, parce que tu peux le visser après. Puis... C'est pas trop cher. Exact. Ben, pour donner une... Faut pas se casser un poignet en glissant au coin de la rue, là. Ben, c'est ça. Exact. Ça va. Pour vrai, les crampons font la job sur tout ce qui est pas plat et les quelques jours dans l'hiver où tu as des grands froids puis tu peux courir comme si c'était sur une route. Le reste de l'année, accumulation de neige, mais ça mord bien plus. Quand il y a de la glace, tu sais, quand tu as un programme puis tu as un objectif qui s'en vient puis la journée que tu es supposé faire ta longue, il y a un peu de verglas la veille où c'est glacé, des plaques de glace, ça te tente pas de canceller ton training, d'aller le faire sur le tapis parce que c'est plate du tapis faire une longue, tu sais. Ben là, les crampons, ça donne vraiment une job. Puis du moment que tu te mets à utiliser le crampon, je veux dire, c'est dur de s'en départir parce que, tu sais, tous les types de sol, même la journée parfaite qui fait moins 20. Puis qu'il y a de l'asphalte, le crampon, il n'est pas assez gros pour que ça soit dérangeant. Vous allez l'entendre un peu, mais c'est vraiment pas grave de courir longtemps sur l'asphalte. Puis c'est des pointes au carbure, là, fait que c'est vraiment durable. Ils mettent ça sur des motos là, qui font des courses à la glace l'hiver, puis tout ça, fait que vraiment pas de problème. Là, c'est vraiment durable. C'est dur de s'en passer. Là. Ouais. C'est quoi les questions que vous recevez le plus à l'approche de l'hiver comme en ce moment? Là? Autant des gens que ça va être leur premier hiver, ou c'est quoi que vous entendez? Il y en a beaucoup justement qui demandent si ça vaut la peine d'avoir un soulier d'hiver. Okay. Moi, c'est sûr que ma comparaison, souvent ma réponse que je donne, c'est exemple, vous, là, sur votre auto, là, vous avez toujours eu des pneus 4 saisons, vous avez toujours été content du rendement de vos pneus 4 saisons, jusqu'au jour où là, tiens non, je vais vraiment acheter des vrais bons pneus d'hiver. Ben, je pense que la plupart du monde qui l'ont fait, ils ont pu retourner à des pneus 4 saisons. T'sais. Donc, d'avoir un vrai bon soulier d'hiver là, qui a une gomme plus molle en dessous, qui ne durcit pas. D'avoir les pieds au sec tout le long, puis au chaud, pour ceux qui sont frileux, mettons, puis qui gèlent tout le temps des pieds l'hiver, puis ça fait qu'ils n'aiment pas ça aller courir dehors, juste à cause de ça. Ben, crime d'avoir un soulier d'hiver, là, d'acheter un soulier en 140 puis 200$, mais qui va vous durer 2-3 hivers, là. C'est pas cher à payer pour avoir du plaisir et être bien. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui me pose la question si ça vaut la peine. Moi, je dis que oui. Deuxièmement, les crampons, ça vaut-tu la peine? Moi, je dis, ben là, ça va prendre un petit bout avant que vous en ayez de besoin. Donc,
testez. Allez courir. Quand la neige va arriver, vous verrez. Puis si vous vous sentez en danger, il y en a plusieurs qui se sentent en danger, ils ont peur de tomber, tout ça, ben c'est une sécurité de plus. Puis ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont y aller plus souvent courir. Donc, ils vont revenir ici, ils vont se racheter un petit crampon entre 25 et 80 $. Il va lui durer, lui aussi, s'il en prenne soin puis qu'il le nettoie à l'eau claire en venant à la maison plusieurs hivers. Donc, c'est pas cher à payer pour une sécurité. Beaucoup des questions de vêtements aussi dans ce temps-ci, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont commencé au printemps puis à l'été, donc ils n'ont pas eu besoin vraiment de linge. Puis là, ben, d'un coup, avec le froid qui arrive, vraiment beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, pour la course, je te dirais, c'est pas mal ça, là, présentement, les questions qu'on a. Mais là, on est dans une période aussi où il y a beaucoup de gens qui viennent pour le ski de fond. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les lames nordiques avec le centre de glace à Sainte-Foy qui est ouvert maintenant. Là, plus de ventes de patins, plus de ventes de lames nordiques. Fait que non, notre variété, notre diversité maintenant, faire ça, c'est agréable parce que il y a toujours du monde à l'année. Il n'y a plus de temps mort comme au début où là, je pouvais me prendre plusieurs semaines ici et là pour aller m'entraîner. Là, c'est plus dur de trouver un trou pour y aller. Mais c'est ça, vous avez combien de besoins partout. Fait que là, à l'année longue, c'est compliqué. Hein? Mais, tu parlais du linge, tu as beaucoup de questions là-dessus qui viennent. C'est quoi les règles de l'art pour les vêtements, l'oignon, multicouche? Ben, le multicouche, ça reste toujours la bonne affaire. Par contre, maintenant, il y a tellement de bons vêtements que les gens pas frileux comme moi peuvent bien s'en sortir avec un base layer performant, là, un genre de mix synthétique mérinos, là, avec un manteau qui n'est pas juste un manteau déperlant, qui est un manteau avec une membrane à l'avant, qui est complètement coupe-vent et imperméable, mais qui va avoir des trappes d'aération en dessous des bras puis dans le dos. Ça, pour moi, qui n'est pas frileux, c'est le genre de mix que je vais faire quasiment tout l'hiver, là, sans problème. Quelqu'un qui est frileux, par contre, effectivement, il va travailler avec un base layer, un petit deuxième couche comme toi aujourd'hui, qui est un petit peu brossé à l'intérieur, là, quand il va faire autour de moins 10, moins 15, moins 20. Puis son manteau que j'ai décrit tantôt, coupe-vent. Puis pour le bas, ben, on est rendu avec des super bons pantalons de ski de fond qui font pour la course l'hiver. Qui sont des pantalons, encore une fois, avec une membrane coupe-vent à l'avant. Respirant à l'arrière. Puis de ces pantalons-là, il y a plusieurs variétés, donc minces, semi-épais, puis épais. Puis selon celui qu'on choisit, bien, à partir de telle température, que ce soit moins 5, moins 10, moins 15, mais on va rajouter des fois une combine en dessous. Puis comme ça, avec une bonne paire de bas mérinos, un petit gant de ski de fond ou une mitaine, un cache-cou, une bonne tuque, des bandes de visibilité ou une veste de visibilité, surtout là dans ce temps-ci, il fait noir plus tôt, on court souvent en noirceur, juste une petite lumière qui flash que les automobilistes nous voient de loin. Ça peut sauver une vie, là. Je dirais que c'est pas mal ça, là, pour les vêtements. Fait qu'au début, on s'achète le nécessaire, puis à un moment donné, nos besoins grandissent. On court plus juste 2 fois par semaine, on court 3, 4, 5, 6 fois par semaine. On se rend compte qu'on est toujours en train de laver notre linge. Ben là, on retourne se racheter un morceau, puis un autre morceau, puis c'est correct, de prendre son temps, puis de tranquillement faire sa garde-robe. Puis à un moment donné, vous allez bien vous connaître, puis vous allez dire, OK, ben là, aujourd'hui, il fait moins 5, je vais mettre ce chandail-là avec ce manteau-là, puis ces pantalons, je vais être parfait. La journée, il fait moins 20, je vais mettre ça avec ça, puis je vais être super bien aujourd'hui. Donc, voilà. C'est du test, là. Je veux dire, après ça, chaque personne est différente. On peut bien dire ici, moi, je dis toujours en blague, mais c'est vrai pareil que je cours en short jusqu'à au moins 5, mais c'est pas un bon exemple. Moi, ça fait, puis je fais pas ça pour le... L'autre fois, quelqu'un qui m'a dit, tu fais ça pour le style? Voyons, non, pas du tout. Je suis juste pas une même. Oui, j'aime ça, j'ai des enjeux chaque année, mais j'ai des maudites belles photos Instagram. Non, j'aime ça de même, je me sens libre, puis il y en a plein qui font ça, mais je veux dire, chaque personne va avoir sa tolérance au froid, ou ça va pareil de l'autre bord avec la chaleur, mais faites des tests, puis moi, une règle que j'ai entendue, puis encore là, est-ce que c'est scientifique? J'ai aucune idée, mais moi, j'ai toujours entendu habille-toi comme s'il faisait 10 degrés de plus, parce que tu vas te mettre à suer. Le but, c'est d'avoir un peu fret au début. C'est ça. Tu pars courir, s'il fait 0, habille-toi comme s'il faisait 10, puis tu allais marcher. Là, tu vas courir, tu vas avoir froid le premier 5-10 minutes, puis après ça, tu vas être super bien, parce qu'on a tout fait l'erreur l'hiver de partir trop habillé, puis à la moitié de ta course, tu surchauffes comme si tu étais en train de faire une course dans le désert. Non, c'est ça. Puis tu sais, aussi, ça dépend de l'intensité qu'on va aller y mettre. Là. Moi, si je pars faire une longue ben mollo, là, je vais peut-être mettre une couche de plus parce que ça me tente pas de geler. Mais si je m'en vais faire de l'intervalle ou je m'en vais courir en raquette, là, si je pouvais me mettre en charge de frais, parce que la neige qui revole me fait geler des ischio-jambiers et des mollets, mais sérieux, courir en raquette, là c'est comme s'il faisait 20 degrés de plus. Là. C'est tellement tough. Là. Mais c'est ça, c'est tout une question d'intensité, puis comme tu dis, de comment on est. Là, mais je pense que l'idéal, c'est aussi de venir nous voir parce qu'on a des bons spécialistes dans la chaussure, dans le ski, dans les raquettes, dans les lames nordiques, mais dans le linge, on a vraiment une belle équipe aussi. Ils sont bien formés. Puis ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez à la maison, puis ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut pour compléter ce que vous avez. T'sais. Exact, t'arrives pas ici, puis on te force dans la gorge. Puis c'est même n'importe quelle boutique spécialisée, là on parle du coureur parce qu'on est ici.
mais c'est de même n'importe quelle boutique. Normalement, tu n'es pas supposé te faire imposer. Au contraire, j'aime l'approche de dire on va aller compléter ce que tu as parce que ça peut être d'une vie passée. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai joué au football tout mon secondaire. Si je joue au football au Québec, en octobre-novembre, tu as des couches. Moi, j'ai une couche, un bon vieux Under Armour de 2006-2007. Pour vrai, je l'utilise encore 100 fois par année, mes courses d'hiver. Il a encore fait la job, puis il y a 15 ans. Je pense que je l'ai acheté avant que le courant nordique existe. Puis, tu sais, il fait encore la job. Fait que des fois, c'est de compléter avec ce qu'on a. Puis, exact. Et encore là, c'est de faire des tests. On a tous fait l'erreur de partir avec des mitaines parce que là, il fait moins 10. Ils vont mettre des giga mitaines de skidoo. Puis finalement, tu aurais juste besoin d'une petite couche. Super de gamérinos. Ah ouais. Puis côté hydratation, j'en ai parlé la semaine passée, mais je serais curieux d'avoir ton input là-dessus. Ça gèle, hein? Les bons vieux tubes avec le Camelback, on oublie ça l'hiver parce que ça gèle dans le tuyau. C'est quoi tes conseils en termes de gear pour pouvoir s'hydrater pour faire une longue à moins 20? Ben, il y a plein d'options là, qui peuvent fonctionner dans le fond. C'est sûr que l'option la plus facile l'hiver, c'est les bonnes gourdes de ski de fond là, pour faire du ski de fond. Donc, oui, c'est plus gros, mais le goulot, il est gros, donc ça gèle pas. C'est isolé, ça, le compartiment d'eau est isolé, donc ça peut pas geler. Sinon, là, votre ceinture avec des bouteilles ou des soft flasks là, que vous avez l'été, une genre de compresse-sport ou une Salomon, vous la mettez à l'intérieur de votre manteau, puis normalement, 1h30 et moins, là, ça ne gèlera pas. Si vous optez pour la veste d'hydratation, encore une fois, mettez-la sous votre manteau, à la limite, puis mettez vos flasques devant. Ou si vous avez la vessie dans le dos, ben là, il y a des isolants maintenant qui se vendent pour mettre sur le tube, ou vous le gardez, le tube, à l'intérieur aussi, puis vous le sortez juste pour boire, tu sais. Mais c'est sûr que de le laisser à l'extérieur, sur les petites bouteilles, dans l'embout, ça va geler. Dans votre veste, si c'est une vessie dans le tuyau, ça va geler, tu sais. Donc, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi l'hiver de boire plus peut-être dans la semaine en tout temps, d'essayer de bien s'hydrater tout le temps pour peut-être pas avoir besoin de traîner d'eau là, quand vous allez aller faire une longue le dimanche au froid. Oui, puis c'est un entraînement pour pas juste pour la course d'hiver, mais d'être capable de courir sans eau une courte distance ou en tout cas un temps, tu sais, avec le temps, tu finis par trouver c'est quoi ton besoin. Exact. Mais je pense que c'est un entraînement aussi qui se fait, puis comme tu dis, boire beaucoup d'eau avant d'aller faire ta run à 4 heures d'après-midi va faire que quand tu vas commencer à 4 heures, tu ne seras pas à sec. Alors que si tu te lèves le matin, puis tu pars, puis tu n'as même pas bu ta petite gorgée d'eau de début de journée, c'est sûr que tu vas boire comme un chameau parce que ton corps est déshydraté, une petite affaire. Fait que, encore là, c'est des choses qui se pratiquent. Puis c'est bon pour l'ultra. Là. Je sais que j'ai une crowd pas mal de courses en sentier d'ultra. Puis on est tous déjà arrivés avec les gourdes bien vides, puis il reste 5 km avant le ravito, puis c'est 5 km technique en montant, fait que tu sais que ton 5 km va te prendre une heure et demie. Fait que c'est correct, ça se pratique d'avoir une petite carence d'eau, puis c'est pas une mauvaise chose. Mettez-vous pas en danger, mais des fois de pratiquer, de se dire, moi je bois pas avant la première heure, ben ça se pratique. C'est pas puis je te dirais qu'en ville comme ça, c'est facile. Il y a plein de places partout qu'on peut arrêter normalement là, quand on n'est pas en air COVID là, pour aller remplir nos bouteilles ou pour arrêter de boire un peu. Là. Donc, voilà. Moi, je vais vous dire mon truc là, pour les longues sorties d'hiver en ville. Je vais me trouver un café quelque part sur la map. Mettons qu'il faut que je fasse un 30 kg aujourd'hui. Je vais checker en partant de chez nous. Y a-t-il un café quelconque, peu importe la brûlerie, à 15 km dans le coin du mi-parcours. Je vais orienter ma run. Ça me fait découvrir. Moi, à un moment donné, j'habitais dans Saint-Sauveur à côté. Je connaissais pas du tout Sillery, mais j'avais remarqué qu'il y avait un petit café sur Maguire qui était la distance parfaite pour faire une longue. Fait que je me suis mis à aller là, aller-retour. Fait que incluer ça dans, tu sais, cette carte d'inclure un arrêt café / bouteille d'eau, c'est toujours pratique. Puis tu pars plus léger, puis tu peux t'acheter une petite barre aux dates dans le café, en tout cas. C'est mon truc personnel que je vous lance. Ça fait, tu le disais, 12 ans que le courant nordique existe. Tu es arrivé à une époque où j'ai l'impression que c'était l'explosion du minimalisme. Aujourd'hui, on est comme à l'opposé. Tu as vu ces changements-là, toi, puis là, on parle pas juste d'hiver, je parle en général l'espadrille, course en sentier, course de route même. Ouais. Qu'est-ce que tu as observé comme grand changement comme ça de mode ou de tendance dans la course? Bon, écoute, oui, on est arrivé dans des années, là, on a ouvert en 2009, 2010, on entendait beaucoup parler de ça, là, du minimalisme, mais, tu sais, sérieusement, nous, on en a vendu, puis à un moment donné, on n'avait quasiment pas le choix parce que beaucoup de gens en voulaient, puis beaucoup de gens se faisaient prescrire des chaussures comme ça.
Mais quand tu es un coureur qui court depuis autant d'années comme moi, je savais que ça pouvait pas être juste ça pour tout le temps. Tu comprends? J'ai assez fait de volume pour comprendre que quand je faisais bien du volume avec un soulier trop mince, là, je me mettais à avoir mal en dessous des pieds, je me mettais à avoir mal au tendon d'Achille, je récupérais pas. J'arrivais pas à récupérer de mes semaines, donc j'arrivais dans des entraînements importants d'intervalle, puis j'étais fatigué, j'étais sensible, donc je manquais toujours de me blesser. Donc, il faut comprendre que c'est important de varier, puis même à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, puis depuis toujours, les athlètes varient leurs chaussures. Ils ont une chaussure plus coussinée, plus molle pour aller vraiment faire le volume à basse intensité. À ce moment-là, les racers étaient très minces. Ils prenaient les racers pour faire les courses sur route, les entraînements sur piste, et ils mettaient les spikes sur la piste. Aujourd'hui, même les racers, le gros changement, c'est qu'aujourd'hui, même les racers de performance sont épais. Sont épais parce que maintenant, ils veulent introduire une plaque de carbone dedans. Puis s'ils veulent vraiment avoir une efficacité de la plaque de carbone, ils doivent avoir une mousse assez épaisse en haut et en bas de la plaque de carbone pour avoir aussi un bon retour, une genre de mousse très rebondissante, combinée à la plaque de carbone qui va rendre la chaussure plus dynamique. Puis dans un suite mince, ils n'arrivent pas à avoir le même résultat. Là, l'année prochaine, on va voir là, avec New Balance, avec quelques compagnies, il va y avoir des racers quand même assez minces avec la plaque. On va voir ce que ça dit, on va voir comment que ça performe. Mais ça, c'est vraiment le changement qu'il y a eu, c'est que les chaussures de performance aujourd'hui sont coussinées. Puis écoute, les athlètes aussi les veulent. Là. Maintenant, les compagnies en ont encore des souliers minces, puis les athlètes décident même sur 5 km de mettre des racers très épais parce que ça lui permet de garder une bonne efficacité jusqu'au bout. La chaussure aide aussi, la chaussure relance. Il faut l'essayer pour le comprendre à haute intensité. Puis moi, ce que je remarque, c'est que sur des longues distances, de courir avec un racer plus coussiné, quand on commence à casser vers la fin, qu'on est moins efficace dans la gestuelle, bien, la chaussure pardonne plus. Donc, quand on finit, après, on est moins magané musculairement. Donc, si on est moins magané musculairement, on récupère plus vite. Puis si on récupère plus vite, on peut se remettre à faire des meilleurs trainings plus vite. Puis si on fait des meilleurs trainings plus vite, on devient plus en forme. À un moment donné, il n'y a pas besoin de grandes études scientifiques là, pour comprendre ça. Là. Donc, oui, pour dire, on en a vendu des chaussures minimalistes, mais je savais que c'était pas là pour rester puis devenir la tendance qui allait rester. Mais je pense que c'est un outil qui est intéressant à avoir exactement. Quand même, parce qu'il y a des études qui le prouvent que, mettons, courir, là, je prends l'exemple avec un espadrille très, 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 très coussiné, maximaliste, tout le temps, 100% de tes runs, il y a quand même des muscles qui deviennent lâches, dans le sens que... faut faire attention. Là, quand on est en train de courir, là, on est en train de courir. Là, on travaille. Là, les muscles ne deviennent pas lâches. Moi, ce que je remarque, c'est au niveau plus de la sensation puis de la pose de pied. C'est sûr que plus ton soulier est fin, plus tu vas avoir tendance à courir en douceur, à faire attention, à vouloir vraiment bien absorber l'impact avec tout ton corps. Ça fonctionne bien jusqu'à temps que la fatigue musculaire soit trop élevée puis que tu n'arrives plus à bien amortir avec tout ton corps. Puis là, tout d'un coup, ça se met à cogner dur. Puis ça fait en sorte que tu te mets en danger de te blesser. Mais par contre, prendre un petit soulier fin puis aller courir sur le gazon un peu, aller courir en sentier avec aussi. Même moi, je le fais encore. Si je vais courir sur le gazon aux plaines, au bois de Coulanges, tout ça, j'aime ça mettre un petit soulier fin parce que je suis plus alerte, je réagis mieux que de mettre un gros Nike Vaporfly avec une plaque de carbone dedans. Là. Ouais, puis moi, je fais pareil aussi de garder un espadrille plus mince. Puis des fois, moi, j'aime ça finir mes séances d'intervalle. Même l'été, je l'ai pas fait cet été, j'avais moins accès à une piste ou à du gazon, mais de courir nu-pied. Juste des fois, de retrouver un peu sa foulée. J'ai l'impression que moi, j'ai tendance. Puis de quoi que je fais souvent, c'est de me filmer de côté, juste aller voir comment ma pose de pied, parce que je le sais que sur une longue, pour être un 160 km, là, je vais sortir faire un 30 kg. Si j'ai poussé un peu, à partir du 25e, je vais le sentir que des fois, j'ai une pose de pied qui est un peu plus sketch, ou j'ai une attaque plus talon, puis je le sais que moi, je connais pas la science derrière l'attaque talon, je sais que moi, ça peut mener à des problèmes. Je suis quand même lourd musculaire comme coureur, je suis pas léger, je suis pas sec, comme dirait mon ostéo. Bref, je le sais que l'attaque talon peut avoir des impacts, fait que j'aime ça aller juste se replacer, puis même si je cours avec quelque chose qui est un peu plus coussiné, je vais être capable de bien placer mon pied, mais ça, c'est hyper personnel, c'est pas basé sur de la science, mais j'aime aller rechercher le petit feeling de l'espadrille plus léger, ou même de courir nu-pied, puis de placer le pied d'une façon que moi, ça me convient mieux, tu sais. Ouais, mais encore là, ça, c'est... Il y a quelque chose qu'on contrôle pas là-dedans, là. Quand on devient fatigué, là,
c'est un mécanisme de protection de te Ouais. mettre à courir sur le talon. Là. Ah oui. Puis c'est rendu là, c'est pas mauvais. Là. Tu serais obligé d'arrêter si tu te rendais pas sur le talon. Là. Si tu te battais contre ton cerveau puis que tu l'empêchais, parce que c'est lui qui décide de te faire courir de même tout d'un coup, c'est qu'il y a c'est un mode de survie. Là. Ben oui. Puis si tu continues à courir un peu sur l'avant-pied, là, tu vas cramper du mollet ou tu vas te scraper le tendon d'Achille ou... C'est ça, là, même les gars qui courent à 2h05 au marathon, là, à la fin, ils attaquent un peu sur le talon, là. Ben oui. Donc, c'est normal. Il faut arrêter justement de penser. Moi, c'est ça qui me tannait un peu de toute l'histoire de minimaliste, c'est qu'on dit au monde quasiment que c'était une maladie de courir sur le talon, là. Ouais. Voyons, là, il y a du monde qui court sur 10 000 mètres en 27 minutes, puis il attaque pareil du talon avec le spike à partir des 2 derniers kilos, là. Fait qu'il n'y a pas rien de dangereux là-dedans. Là. C'est naturel, selon la vitesse à laquelle on court, d'être un peu plus sur le talon. Là. Si moi, je m'en vais faire des 1 kg sur la piste en 3 minutes, c'est sûr que je vais être un peu plus sur l'avant-pied. Là. Mais si je m'en vais jogger dimanche à 5 minutes 15 au kilo, là, faites-moi essayer pas de me faire courir sur l'avant-pied à 5,15 au kilo. Là. Ça a zéro rapport. Là. On n'est pas efficace pendant tout. Puis c'est la même affaire avec la cadence. Là. Moi, quand j'entends du monde dire il faut tout le temps être à 180 pas par minute. Excuse, là, mais je vais aller te faire courir à 6 minutes au kilo puis tu essaieras de courir à 180. Si tu le fais, tu vas avoir l'air niaiseux quasiment. Là, puis tu seras pas bien. Ça sera pas naturel du tout. Donc moi, c'est ça que je dis aux clients en magasin, c'est que la pose de pied, la cadence, ça vient avec la vitesse. Fait qu'à un moment donné, il faut juste suivre le naturel. Tu sais, moi, la course, là, j'ai toujours gardé ça simple, puis je vais toujours garder ça simple. Puis je fais la même affaire que le ski de fond en bas. Faut arrêter de complexifier ces affaires-là. C'est simple au bout. Faut garder ça simple, puis aller jouer dehors. Puis, tu sais, tu cours depuis des années de même. Tu te blesses pas. Ben, regarde, il est où le problème? Continue comme ça, là. Ouais, puis ça, c'est de quoi que j'entends des fois les gens, puis ils vont suivre, que ce soit des modes, que ce soit des athlètes, parce que, tu sais, j'ai l'impression que les athlètes élites, les gens, ça les influence. En ce moment, bon, on voit des marques comme Oka ou Nike qui poussent beaucoup, donc c'est ce type d'appareil-là. Mais tu sais, tu recules, puis il y a toujours quelqu'un qui commence en trail, qui voit Anton Krupicka, puis qui regarde des vidéos de 2009-2010, puis qui court avec des minimus. Il y a une vidéo où il reçoit son espadrille New Balance, qui avait un talon, puis il coupe avec un couteau à steak la semelle. Il y a toujours ça qu'on entend et tout, puis il faut arrêter de se comparer, puis tu peux pas... C'est pas parce que Kylian Jornet porte X espadrilles de trail que ça va t'aider toi. Tu sais, si ce gars-là est un ultra-terrestre, puis tu sais, je veux dire... Ben, puis de l'autre côté, Jim Wamsley, il court avec un speed goat, là, puis... Exact. Puis au final, tu sais, le if it ain't broke, don't fix it. Tu sais, si toi, tu cours avec du minimaliste, puis toi, parce que je connais des athlètes qui vont courir du 100 000 avec de quoi de super minimaliste, mais si ça marche pour toi, ça te cause pas de blessure, fine, laisse-toi pas influencer parce que Jim Wamsley a un speed goat. Mais à l'opposé, c'est pareil. Si toi, tu cours avec un Cascadia de Brooks ou avec peu importe quelque chose d'un peu plus stack, ben, si ça te cause pas de blessure puis ça fonctionne pour toi, change rien. Ben, exactement. Exact. Varier le terrain, varier le type de souliers. Si vous avez la chance d'avoir plus qu'une paire de souliers puis avoir un soulier pour faire le volume, un soulier pour faire les tempos, un soulier pour faire les intervalles longs, un soulier pour faire les intervalles courts, un soulier pour aller entre elles, ben, good, c'est ça la meilleure chose à faire, là, c'est de varier. Là. On parlait du coffre à outils tantôt par rapport à l'hiver, comment se préparer, mais je pense que moi, ce que je me rappelle, qui est un des constats qui était venu de la discussion avec Lauriane quand je l'ai versé au podcast, c'était ça, c'est que les espadrilles, quand tu peux, parce qu'encore là, c'est quelque chose qui est onéreux, qui coûte cher, mais d'avoir différents outils. Tu sais, moi, je le sais, je ne vais pas mettre la même espadrille si je m'en vais faire un 100 kg de trail à basse intensité, mais sur du très long en endurance. Puis si je m'en vais faire le 30 kg de la clinique du coureur, puis je m'inscris à ça, puis j'ai le goût d'être un peu plus rapide, dans le cas des hyper techniques, je te confirme que l'espadrille plus stack, ça peut marcher pour certains, mais moi, j'aime avoir un feeling au sol. Fait que quand tu veux être rapide dans du technique, il faut que tu aies une sensation au sol. Puis bon, encore là, je veux dire, tu as des espadrilles plus stack maintenant, mais qui ont... La façon qu'ils sont construits, c'est pas la même affaire qu'un Cascadia il y a 10 ans. Là, tu as une pose au sol qui a un stable, feeling comme si tu étais avec quelque chose d'un peu plus mince. Bref, exact. coffre à outils, varié, puis je pense que c'est la clé du succès. Ouais. J'arrive à mon segment où je pose les questions avec Claire Nac, 10 questions rapides. Mais avant, là, j'ai parlé de cryo la semaine passée. Toi, t'es un gros coureur de courses, de raquettes. T'en as fait beaucoup. T'as fait gros des compétitions. Le cryo, ça t'intéresse-tu, ce 33 km-là sur le lac Saint-Jean? Ben, pour l'instant, je peux pas dire vraiment que je pense à ça, là, mais j'aime équiper les gens qui vont le faire. Tu sais, il y a quelques années, un bon ami à moi, là, Patrice Bouchard, qui vit à Saint-Félicien, justement, s'était inscrit à cette course-là. Puis, il me demandait mes impressions là, sur ça. Puis, l'année d'avant, justement, plusieurs bons coureurs l'avaient fait en souliers. Puis, j'avais vu les temps qu'ils avaient fait. Puis, j'avais vu par qui ils s'étaient fait battre.
parce qu'eux avaient décidé de le faire en soulier puis que les autres l'avaient fait en raquette. Puis les coureuses avaient vraiment été avantagés de le faire en raquette cette année-là. Fait que moi, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben moi, là, sérieusement, là, je le ferai en raquette. Parce que j'ai dit, un lac aussi grand que ça, même si c'est des sections qui sont dures, il va y en avoir d'autres, il va y avoir du vent qui va balayer la trail, ça va être mou, ça va défoncer. Fait que j'avais fait une raquette sur mesure, là. J'avais pris la petite raquette TSL Symbiose là, Racing, puis j'avais enlevé tout l'harnais. J'avais pris un soulier dans lequel il était confortable, j'avais enlevé la fausse semelle, j'avais vissé ça directement dans la raquette, fait que ça avait gardé le talon libre, mais là il se ramassait avec une raquette de course hyper légère. On avait mis un petit recouvrement là-dessus pour pas que la neige rentre puis tout. Puis il a fait avec ça, puis écoute, il a battu des gars puis des filles vraiment fortes, plus fortes que lui, là, parce qu'il y avait vraiment le meilleur produit pour cette journée-là. Donc moi, c'est le genre de trip que j'ai. J'aime ça modifier un peu l'équipement, j'aime ça l'adapter selon les conditions, selon mes goûts à moi aussi. Mais pour l'instant, je te dirais franchement que 33 km dans la neige comme ça demande d'avoir quand même une bonne préparation, d'avoir un bon volume. Puis présentement, à travailler certaines semaines 6 jours sur 7, j'ai pas de volume ben. Là. Mes semaines ressemblent plus à 50-60 km. Donc je me sentirais pas prêt pour aller faire une épreuve aussi longue que ça. Là. Tu subis un peu les contre-coups, je suppose, de la pénurie de main-d'œuvre, ou c'est vraiment parce qu'il y a une augmentation de la demande? Ben sérieusement, depuis 2 ans, nous, on a vraiment des grosses années. Là. Ça va vraiment bien en magasin. Oui, beaucoup de monde se sont mis à faire du sport. C'est qu'on est là depuis 13 ans, puis je pense qu'on a fait notre place vraiment comme spécialiste. Puis c'est aussi que, c'est plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre, bien que nous, ça nous affecte pas autant, je dirais, parce qu'on est dans un milieu où on vient travailler ici par passion. J'ai beaucoup de jeunes de l'Université Laval, des différents cégeps qui sont des jeunes coureurs qui ont beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, pour moi, là, présentement, c'est pas si dur d'avoir de la main-d'œuvre, mais je suis là, puis je suis content d'être là, puis justement de former mon staff tout le temps plus, puis de voir un peu comment que ça se passe sur le plancher. Là. Très cool. Il y avait une question que je voulais te poser. On parle d'espadrilles, puis moi, j'étais un gros fan de gear, puis je t'écoute parler, puis je sens que tu connais ça. C'est quoi ton espadrille, ton modèle? Mettons que je te dis, tu peux juste courir avec un seul modèle, peu importe quand il est sorti, peu importe quand tu l'as porté. Si t'en avais juste un, c'est quoi ton préféré of all time? Là? Eh boy, hey, moi là, quand j'ai ouvert la boutique là, en 2009, là, Adidas venait de sortir là, Adizero Adios, là, justement, là, que Gabriel Selassie avait quand il a fait le record au marathon. Là, puis ça, je pense que c'était un de mes souliers préférés de tous les temps. Là, je l'ai vraiment aimé. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je cours beaucoup avec un Adizero Adios, le nouveau modèle, là, le 6, là, que je trouve que c'est un soulier que je peux tout faire avec. Là. Il y a un bon dénivelé, fait que j'ai pas mal au tendon d'Achille quand je cours avec ça. Il est léger, mais il est dynamique parce que la mousse chez Adidas, c'est toujours assez ferme. Mais il est aussi confortable pour faire des longues que pour aller faire des intervalles. Fait que, puis il y a une bonne adhérence avec la semelle continentale. Fait que si, mettons, j'avais à partir là, dans un pays, quelque part, avec juste une paire de souliers, je pense que c'est avec ça que je partirais. Je pourrais aller courir en trail avec, je pourrais aller courir sur la route avec, je pourrais marcher avec dans la journée. Ouais, je pense que ça serait ça présentement. Quand tu vas courir en trail un peu plus roulant, t'es-tu le genre qui va avec des espadrilles de route ou t'as un espadrille de trail? Je mets des souliers de trail. Ouais, parce que je connais bien Gaspésie cet été, j'ai fait ça avec le Summit de New Balance. Je l'ai vraiment aimé. Il est resté léger tout le long, même s'il était mouillé. Avec la plaque dedans, je sentais pas trop les roches. Le crampon fonctionnait super bien. Je me pétais pas les orteils dans le fond en descendant. Là, j'essaie le nouveau Adidas T-Rex. Je l'adore aussi. Moi, j'aime beaucoup de souliers. J'ai pas de très difficile, puis je me blesse jamais. Donc, c'est sûr que ça me permet d'essayer plein d'affaires et de pas avoir peur. Ceux qui ont plus peur de se blesser, qui sont plus fragiles, je comprends des fois de pas vouloir changer des recettes qui fonctionnent bien pour eux. Là. Ah ouais. Mais moi, je mets toutes sortes d'affaires, là, puis je me blesse jamais. Fait que je suis chanceux. Puis, tu parlais de plaques. Je sais que c'était pas de plaque de carbone. Tu parlais, c'était plus la rock plate. Mais plaque de carbone, en trail, on a vu North Face arriver avec ça cette année. Puis là, j'ai entendu du vent, des rumeurs qu'il y a plein d'espadrilles qui allaient arriver avec ça l'année prochaine. La plaque de carbone pour l'espadrille trail. Ouais. T'en penses quoi? Puis surtout dans notre contexte au Québec, c'est de la trail bien technique. Qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, premièrement, vu que j'avais pas eu encore les souliers North Face avant il y a pas longtemps, j'avais l'impression que la plaque, ça allait être trop raide, puis ça allait quand même enlever beaucoup de sensations. Donc, au niveau de la proprioception, ça allait pas être super. Mais là, on vient d'avoir la série d'hiver, puis je me rends compte que même si c'est une plaque de carbone, la façon dont l'ont travaillé la plaque, ils ont quand même laissé de la souplesse. Fait qu'elle fait plus l'effet d'un rock shield, là, d'une protection contre les roches que vraiment une plaque comme un soulier de route qui a été mis pour le dynamisme. C'est sûr, ça donne un peu de dynamisme dans les parties roulantes de la trail.
Mais quand on va arriver dans le technique, la plaque, elle bouge assez au niveau latéral pour pouvoir quand même faire travailler les orteils comme il faut puis aller se stabiliser. Fait que ça, je trouve ça pas pire. Mais je pense qu'entre elles, si c'est pas des longues distances roulantes, là, c'est quand même important d'avoir un sujet qui a une certaine souplesse pour sentir puis réagir vite quand le pied va virer à cause d'une roche ou d'une racine. Fait que je trouve que l'idée de Salomon l'année prochaine d'arriver avec des souliers avec une plaque qui va être pleine au centre vis-à-vis l'arche de pied, mais qui va se découpler en plusieurs morceaux vers l'avant puis vers l'arrière pour donner quand même un peu de souplesse. C'est intéressant. Un peu comme Adidas ont fait avec leur série de chaussures de performance qui, au lieu de mettre une plaque pleine longueur comme Nike, comme Saucony, comme Asics, ils arrivent avec une plaque qui est pleine à l'arrière, mais qui en avant se découpe en 5 doigts, un peu comme les orteils. Okay. Donc, c'est des doigts avec du carbone dedans. Mais vu qu'ils sont séparés, le soulier peut quand même travailler un petit peu latéralement en avant. Puis je trouve que dans la poussée, à la fin, c'est le fun de pouvoir vraiment sentir le gros orteil là, rentrer dans le soulier puis pousser avec le gros orteil. Fait que je trouve ça bien pensé. Ah, c'est bon parce que tu sais, dans le technique, on s'entend que le rôle des orteils est intéressant. Tu poses ton espadrille. On peut pas toujours contourner la roche ou la cheville, la racine. Fait qu'il faut mettre le pied dessus. Il faut lâcher rapidement. C'est là que l'orteil... Tu sens que des fois, un espadrille qui a trop une semelle est rigide, ben, ça fait complètement ça. Exact. Alors que là, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est un peu extrême comme image, mais d'entourer la racine, c'est là que c'est intéressant. Fait que je savais pas qu'il y allait avoir justement une séparation. Ouais. Mais on sent que c'est comme un premier balbutiement. Là, on a vu ça arriver cette année, puis là, j'ai entendu des rumeurs qu'il y a plein de brands qui allaient essayer ça l'an prochain. Ouais. J'ai l'impression qu'avant qu'on trouve la bonne recette pour le type de trail, parce que pour l'UTMB ou Western State qui sont assez roulantes, on parle des grosses courses, mais peut-être que ça sert plus qu'un 130 km d'un chic-choc. Exact. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est qu'on n'arrivera pas à faire une seule chaussure qui fait tout. Là. Ça n'arrivera jamais. Puis entre elles, ben, effectivement, si on prend la Western States, que j'étais allé à un moment donné voir avec Salomon, faut pas oublier que ça part quand même de plus haut puis ça finit plus bas. Puis il y a quand même des grandes sections, c'est du chemin là, des anciennes mines là, qui est très dur puis très roulant. Fait que là, de se ramasser avec un sujet comme ça qui a un peu le dynamisme d'une chaussure de route, ça peut être intéressant. Mais effectivement, quand on s'en va courir dans un chic-choc, dans des grosses roches puis dans la boîte puis tout ça, ça n'a pas sa place. Faut quand même garder un sujet qui a une certaine sensation, qui va te donner une sensation puis qui va faire que tu vas pouvoir réagir rapidement dans les obstacles. Puis sur la route, moi, ce que je trouve de malheureux, c'est que l'année prochaine, quasiment toutes les compagnies font juste des chaussures de performance avec des plaques. Donc, on va voir disparaître le 1500 chez New Balance. On va voir disparaître le 1400 chez New Balance. On voit disparaître le A9, type A9 chez Saucony, le Fast Switch chez Saucony. C'est malheureux parce que dans le fond, la plaque, ça peut être intéressant quand on court à haute intensité. Mais un racer, pour quelqu'un qui aime les chaussures minces puis aller jogger avec les racers pas de plaque, c'est le fun là, de courir de temps en temps avec un 1400, un 1500, etc. Donc, nous autres, sachez qu'on a fait une grosse réserve de ces modèles-là. On a vidé plusieurs entrepôts de ces modèles-là pour être capable de vous servir dans ces modèles-là peut-être toute l'année prochaine si ça va bien. Mais je pense que les compagnies se cherchent un peu là-dedans, puis ils vont faire des expériences l'année prochaine, puis ils vont se rendre compte dans 2 ans qu'il faut refaire encore des racers standards, on va dire, puis ils vont recommencer à en faire. Donc, voilà. L'esprit de performance, je comprends qu'ils font des tests, puis c'est pour des athlètes d'exception, mais tu sais, le coureur, la coureuse moyenne qui vise un demi-marathon en 2h10 ou le coureur qui vise son marathon d'essayer d'être sub 4h, ça a vraiment un impact d'avoir le Nike à 400$ qui est bon pour 100 km? Mon point de vue à moi, c'est non. Parce que, dans le fond, ces chaussures-là, elles sont munies d'une mousse qui est vraiment molle, qui donne un effet rebond très important. Mais cet effet rebond-là, il va arriver juste si on a une cadence très élevée ou si on va vite. Puis vite, là, sérieusement, en bas de 4 minutes 15 au kilo, ça devient limite pas assez vite pour être à l'aise dans ce genre de souliers-là. Puis personnellement, moi, mettons un Nike Vaporfly, j'aime ça mettre ça, faire une course, faire des intervalles rapides. Mais quand je finis mes intervalles, puis j'ai 3-4 kilos à faire de jog mollo pour me rendre chez nous, j'aime même pas ça, courir avec ça pour retourner à la maison. Là, il commence à avoir des souliers plus stables un peu, avec des plaques qui sont le fun pour jogger, mais c'est pas fait pour jogger, c'est fait pour aller vite. Donc, gardez-vous un bon vieux soulier standard, classique, qui n'a pas de plaque dedans pour jogger, pour faire des jogs, des récupérations. Puis gardez votre chaussure avec plaque pour faire vos courses importantes puis vos intervalles spécifiques importants de la semaine. Oui, parce que qu'on parle d'être en bas de 4,15 pour que ça ait vraiment un impact, on s'entend que c'est pas juste le coureur moyen, c'est la très, très, très grande majorité des gens qui, tu sais,
qui vont pas là. Qui vont jamais là. Puis je lève la main ici, 4,15, genre, je fais 2 km, puis après ça, crache un poumon, je vais repartir à 5. je vais repartir avant mon petit 5,15 pour être heureux. Exact. Fait que, question éclair, NAC, c'est le segment final. 10 questions, 2 éléments qu'on met en opposition qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Go. 10 questions, je rappelle que le record masculin, c'est Samuel Paher en 15 secondes. Oh boy. Et chez les femmes, c'est 14 secondes le record. Triple égalité, Anne Bouchard, Maïka Lamoureux et Kim Godet tout récemment. Donc, c'est très rapide. Ouais. Je sors mon chrono, j'ai préparé mes petites questions. Tu me dis quand t'es prêt, puis on se lance là-dedans. Je vais essayer d'être rapide. Parce Je suis prêt, mais on y va. Parfait. Route ou trail? Route. Raquette ou crampon? Raquette. Bière ou vin? Bière. Marathon, demi-marathon? Marathon. Question NAC, bar ou gaufre? Gaufre. Gants ou mitaine? Mitaine. Courir à moins 30 ou plus 30? Moins 30. Poutine ou pizza? Poutine. Minimaliste ou maximaliste? Maximaliste. Gore-Tex ou pas de Gore-Tex? Pas de Gore-Tex. Oh shit, 15,01. Ouh. Donc en égalité avec C'est serré Samuel avec Paher. Mr. Power. Tu connais-tu Samuel? Ben oui, il a déjà travaillé ici en plus. Ah, c'est vrai? Ben ouais. Écoute, tu l'as vu, hein, tantôt j'ai nommé les 3 filles en triple égalité, fait que je devrais nommer Jimmy Gobeil dans les prochains épisodes parce que 15 secondes, mais regarde, les femmes demeurent en domination ici, triple égalité à 14 secondes. 15,01, c'était très rapide. Parfait, ça. Je m'en sens Jimmy, pas pire. un grand merci de m'avoir accueilli dans ta boutique ici, en tout cas dans le logement au-dessus de la boutique. Je pense qu'on a pu répondre à plein de questions, puis surtout découvrir un gars. À Québec, je pense que je veux pas te mettre mal à l'aise. Je pense que tu es très connu à cause de la boutique, mais aussi avec ton impact sur la communauté de coureurs, mais de propager ça un peu plus large, puis que les gens connaissent le gars au-delà de la boutique. Au-delà de la boutique, il y a le gars derrière ça, puis t'es tout qu'un athlète, tout qu'un passionné de course. Puis moi, ça se ressent dans la façon dont tu le jases, puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup d'être venu à Pas sorti du bois. Merci beaucoup à toi, Yannick, c'est vraiment apprécié. Ça a été un plaisir. Comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je rappelle que la boutique Le Coureur Nordique est située au 141 chemin Sainte-Foy à Québec. Gens de Québec, si vous avez des questions, si vous voulez des conseils d'experts, c'est ici que ça se passe. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.